Bien le bonjour bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes. On est de retour suite à la diffusion de la Grande Laverie qui a eu lieu tout ce week-end, du coup sur la région des Bouches-du-Rhône à Marseille. D'ailleurs très bien assuré par Enzo et Sam pendant tout ce week-end. Donc on revient cette fois-ci pour un nouveau format. C'est la toute première d'un nouveau format qui va s'appeler donc le jugement. Alors on ne dira pas à qui ça a été piqué, hein. On ne dira pas, voilà, on ne dira pas les sources d'inspiration. Et pour ce, alors on va être en comité assez réduit pour le coup. Et d'ailleurs, salut à tous dans le chat. Merci de continuer à nous suivre. Ce soir, c'est full Team Duncast. D'ailleurs, je vais en profiter pour modifier aussi la fenêtre, car t'es pas bien mis, Rafik, pour le coup. Donc, je suis accompagné de mon compère de la Team Duncast. Donc, Rafik, bonsoir à toi. Bonsoir Vladimir, salut la team, salut le chat. Apparemment, je m'appelle Kevin pour ce live. Salut, Kevin. Donc, Mais ouais, je suis ouais. présent pour ce tribunal, même si j'ai zéro amour pour Philadelphie. Mais Oh, il n'y le a pas que cas Ben Philadelphie. Simmons, il serait que je déteste beaucoup d'équipes en NBA, mais Ouais, alors qu'il ouais. n'y en a pas beaucoup des équipes. Le cas Ben Simmons, c'est un cas intéressant, donc content de parler de ça. Ce sera toujours intéressant d'aborder. Alors, en effet, donc, format tribunal. Donc, on va aller sur le sujet, du coup, le premier sujet qui sera donc celui de Ben Simmons. Car on sait que depuis quelques temps, et on va même pas dire années, c'est quand même un sujet qui pose pas mal d'attention dans le monde de la NBA, qui est quand même assez décrié, enfin quand même beaucoup plus décrié qu'apprécié. D'ailleurs, Dams, je t'emmerde dans le chat, merci. On parlera pas des Sixers, j'en ai pas envie. Mais voilà, ça va être d'aborder voilà, un peu le sujet, peut-être de faire d'abord une remise en contexte de pourquoi déjà on aborde le sujet de Ben Simmons, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire entre en effet la campagne de playoff 2021, parce que c'est un peu là, euh, ça a été un peu la campagne bascule, notamment la demi-finale de conf face aux Hawks d'Atlanta, et jusqu'à maintenant. C'est-à-dire avec toutes les péripéties qu'il y a eu, le transfert à Brooklyn, j'allais dire New Jersey, voilà, le transfert à Brooklyn, les soucis de santé, les soucis mentaux, etc. etc. Bon, je vais, euh, je vais éviter euh, je vais éviter de trop rentrer dans le détail. Est-ce que toi, dans un premier temps, Rafik, tu souhaiterais peut-être mettre des choses peut-être en perspective, ou est-ce que tu souhaites que je fasse un petit peu le déroulé des événements? On peut commencer avec le déroulé des événements. J'ai pas vraiment de choses à mettre en perspective, mais ouais, on peut commencer par le déroulé. Bah alors, bon, déjà, faut peut-être remettre un petit peu aussi le contexte. Ben Simmons, ça reste un triple All-Star qui aura été Rookie of the Year 2017-2018. Bon, après on connaît le running gag où il est Rookie de l'année tous les ans. Qui a été aussi deux fois dans les All Defensive Team, ce qui n'est pas non plus, ce qui n'est pas rien, avec aussi une All NBA en 2019-2020. Voilà, pour la partie individuelle. Concernant la partie, on va dire, collective, donc ça reste 4 saisons à Philadelphie. 4 saisons avec une moyenne de 16 points. On est sur quoi? On est sur du 16 points, quasiment 8 passes avec 8 rebonds, ce qui est quand même très, très honorable. Il aura été aussi dans les discussions du défenseur de l'année sur la saison 2020-2021, qui a été d'ailleurs très très bien classé sur ce classement-là. Et en effet, sur la saison 2020-2021, on va en playoff avec notamment donc cette fameuse série de demi-finale de Confest contre Atlanta, série qui se termine en 7 si je me rappelle, si je me rappelle bien, et série qui aura, on va dire, porté certaines polémiques vis-à-vis notamment d'une action en fin de match de Ben Simmons qui nous a fait, on va dire, une Boris Dio. Il s'est retrouvé tout seul sous le panier, et au lieu
bah, d'aller au lay-up ou de la dunker, il se retrouve à faire une passe un peu casse-côte, on va dire. Une passe un peu casse-gueule. Donc derrière, alors ça ne reste pas, on va dire, l'action qui fera que Philadelphie terminera éliminé, mais c'est une action voilà, qui aura semé énormément de polémiques. En plus, au vu derrière, ayant pour facteur un peu aggravant, c'est aussi le discours de Doc Rivers suite justement à ce match-là, qui remet clairement en cause la performance de Ben Simmons. Bon, voilà, c'est pour vous mettre un peu le contexte. Derrière, il ne jouera plus du tout pour Philadelphie, même s'il a été dans l'effectif de Philly une partie, en tout cas la moitié de saison 2021-2022, suite à des douleurs, même blessures au dos. Et on apprendra aussi quelques temps plus tard qu'il a eu une blessure, on va dire, psychologique. Bon, en tout cas, il a eu une sorte peut-être... alors, j'ai plus exactement la qualification qui avait été apportée à ces soucis, mais c'est de l'ordre, on va dire, un peu du burn-out. On va dire ça comme ça. Donc, pas de saison 21-22. Il se fait transférer. Donc, il fait partie de monnaie d'échange. Il fait partie de la monnaie d'échange dans le transfert de James Harden à Philadelphie. Donc, Ben Simmons s'en va vers les Nets de Brooklyn et ne jouera pas non plus jusqu'à la fin de saison. Ensuite, saison 2022-2023, on annonce un retour de sa part et il fera donc une saison avec 42 matchs joués, donc à peu près la moitié de la saison, pour voilà, une moyenne de à peu près 7 points, 6 rebonds et 6 passes. Voilà, dans une équipe de Philadelphie qui aura été décimée en cours de saison avec les départs de Kevin Durant et de Kyrie Irving. Donc voilà, il s'est retrouvé dans une équipe, on va dire, moyenne, en tout cas de milieu de tableau, à évoluer avec justement des rescapés des transferts tels que Michael Bridges, Cam Johnson et compagnie. Et là maintenant en effet se pose, il y a de grosses interrogations maintenant sur la suite de la carrière justement de Ben Simmons. Oui, de Brooklyn, pardon. Si j'ai dit Philly, autant pour moi. Oui, de Brooklyn. Et maintenant, de grandes questions se posent vis-à-vis de lui et de son avenir. Donc, certains, pour troller comme moi, l'envoient en Chine. Mais maintenant, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui va en être de lui. Et derrière aussi, et c'est le but notamment du jugement, c'est est-ce que il est en partie ou complètement justement responsable aussi de sa situation actuelle. Donc voilà la grande question de ce jugement. Donc c'est pour ça aussi qu'on va vous solliciter dans le chat pour avoir également votre avis. Et pour le coup, je pense que j'ai suffisamment parlé et j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet du coup, Rafik. Alors déjà, quand dès que tu as listé tous ces accomplissements individuels, on peut quand même se rendre compte que en l'espace de 4 ans joués avec Philadelphie, il a quand même été très, 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 très bien couronné individuellement. Donc, Ben Simmons, quand même un très bon joueur NBA. Ça, je pense, c'est indéniable. En 4 ans, être 3 fois All-Star, 2 fois All-Defensive, meilleur joueur à l'interception sur une saison, euh, dans une équipe All-NBA, franchement, ce qu'il a accompli en 4 ans, c'est chapeau. Aussi, il faut savoir que quand il arrive, Philadelphie n'est pas une équipe qui va en playoff, mais c'est une équipe qui progresse énormément sous l'impulsion de Joel Embiid. Et il ajoute, c'est un peu la pierre en plus qui va permettre à Philadelphie d'être un concurrent en playoff et un concurrent même sérieux finale de conférence, voire finale NBA. Mhm. NBA, c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas, finale de conférence à l'Est. Ensuite, comme tu as dit, le point de bascule, c'est cette action, enfin, c'est cette élimination contre Atlanta et cette Ouais. action cette action où il est sous le panier et il ressort à 3 points au lieu de finir. Ouais, j'ai été le premier à l'insulter d'ailleurs, au passage. Alors, pour moi, mon avis dessus, en effet, c'est une action où il doit finir layup.
Clairement, ça, je vais pas faire le mec qui dit qui va dire: «Ouais, il avait pas l'angle pour finir». Non, clairement, il doit finir. Par contre, je pense que cette action a été prise comme un symbole de l'élimination des Sixers par les Mhm. Hawks, alors que alors que non, pour moi, les Sixers devaient finir au maximum 6 contre les Hawks. Déjà, être arrivé au game 7, c'était en quelque sorte un échec pour ces Sixers parce qu'ils étaient archi favoris. Et voilà, ils avaient quand même l'effectif pour finir, pour battre ces Hawks en 6 matchs. Bien sûr. Je rappelle, bah, sur le tour suivant, les Bucks ont sorti les Hawks en 6. Il n'y avait pas Giannis, comme il n'y avait pas Trey, mais Trey a joué plus de temps de jeu sur la série de playoffs que Giannis. Quand même, il faut le reconnaître que sur ces playoffs, les Hawks, c'était quand même une équipe pas très facile à manier. C'est vrai ils avaient des coups de chaud, notamment à domicile, qui Mhm. faisaient que c'était compliqué de les prendre chez eux, mais aussi ils pouvaient être insolents à l'extérieur et prendre des matchs à l'extérieur. Voilà, donc moi, son action ratée, ça a été pris comme un symbole. Et moi, je vais être un peu l'avocat de Ben Simmons. Je vais être Ouais. l'avocat de Ben Simmons sur ce tribunal. Parce que pour moi, déjà, il y a deux choses. En fait, ça commence avec les conférences de presse après l'élimination. Directement, pour moi, il y a deux coupables. C'est Doc Rivers et Joel Embiid. Non, mais Non, non, je mais le dis, vas-y, vas-y. Joel Embiid, pour moi, en fait, déjà, en tant que leader de l'équipe, il aurait dû exprimer que c'est une élimination collective et qu'ils auraient dû finir en 6 max, que c'est un énorme échec collectif. C'est lui qui a pour moi, c'est lui qui a vraiment instrumentalisé la défaite des Sixers avec l'action de Ben Simmons quand il dit, et ses mots exacts, il dit que le tournant, c'est lorsqu'on s'est retrouvé avec un shoot ouvert et qu'on a mis qu'un lancer franc sur deux. Donc, en fait, il est en mode passif-agressif avec Simons. Hein. Il parle de Simons, c'est ce layup qu'il ne prend pas et son lancer franc un sur 2. Et ensuite, ils ont marqué derrière. Donc, voilà, pour lui, et voilà. Donc, en gros, sur une séquence de 30 secondes, il explique une élimination en 7 avec une action de 30 secondes. D'autant plus que derrière, et il le dit, je ne vais pas faire le mec, il le dit pas, mais il, il le dit qu'il a perdu le ballon, mais lui aussi participe à cette défaite pour ce game set parce qu'il perd le ballon, il perd un ballon derrière et il y a plus 4 ensuite pour les Hawks. Mhm. Ensuite, il y a Doc Rivers qui s'interroge sur le fait que Simons n'est peut-être pas, comme les Américains disent, built, n'est pas fait pour ce genre d'événement. Voilà, il dit pas de manière explicite. Voilà, bon, je pense qu'avec Ben Simmons, on peut pas gagner des matchs des matchs importants en playoff, Mhm. mais en tout cas, il remet en question la capacité mentale Ben Simmons dans ces événements-là. Bah, alors, vis-à-vis justement de cette capacité à pouvoir être présent justement ces matchs importants, et d'ailleurs Eric dans le chat, Eric underscore Hightower, cite quand même pas mal d'éléments. Alors certes, l'absence de Matisse Thybulle à la fin de la série peut avoir son importance, mais je suis désolé, hein, pourtant moi-même, hein, je suis fan de Philadelphie. Euh, Avec ou sans Tybal, normalement, l'effectif de Philadelphie était censé être bien plus forte que celle d'Atlanta. Et Rafik l'a très bien dit, normalement, la série était censée se terminer en 6. Ça devait pas aller plus loin. Donc déjà, premier élément. Ensuite, deuxième élément, et là, je te rejoins. Alors, moi, je vais plus faire peser quand même la chose sur Doc Rivers. C'est que en tant que coach, enfin, tu ne dois jamais tenir ce genre de propos, ce genre d'argumentaire en sortie de série qui va remettre complètement en cause ton joueur pour le coup. C'est enfin
de le viser directement comme ça, à chaud, en plus en sortie de conférence, moi je peux comprendre que ça a été très mal pris. Et c'est clairement un manque de leadership justement de la part d'un coach de faire ce genre de déclaration qui est catastrophique. Parce que c'est clairement cette déclaration qui a été vraiment le déclencheur de tout le séisme et de toute la situation qui s'est envenimée derrière à Philadelphie. Et c'est pour ça qu'on a eu plus d'une demi-saison où ça a été clairement une situation très toxique pour Philadelphie. Donc voilà. Après, Joel Embiid, ouais, c'est pas... Enfin, pareil, le leadership est un peu à remettre en cause sur sa déclaration aussi. C'était pas très malin non plus d'aller sur ce terrain-là, mais moi je trouve que c'est surtout sur Doc Rivers, parce que le meneur d'homme reste Doc Rivers, c'est lui le coach. Bon, enfin bref, moi c'est mon analyse vis-à-vis de ça. Mais après, à côté, comment dire, derrière, il y a aussi l'aspect justement un peu psychologique, ou même ce que tu entendais par être built, c'est que derrière, enfin, je sais pas, t'as un joueur de basket. Moi, c'est le truc un peu qui me tue avec Ben Simmons, c'est qu'il a jamais, enfin, j'ai l'impression qu'il a jamais été capable de réellement se remettre en question vis-à-vis de ses compétences et de ses aptitudes. Et notamment, on va aborder l'aptitude du shoot. Euh, Ça fait plus de 4 ans que t'es dans la ligue, mec, t'as pas été capable de bosser ton shoot, alors que tu sais très bien que dans la NBA actuelle, si tu veux performer, il faut que tu sois efficient au shoot. Et ça n'a jamais été le cas. On n'est pas dans la NBA du début des années 2000 où, sans réel shoot, tu pouvais justement t'en sortir. Et moi, ça, c'est quelque chose dont j'en tiens énormément grief. C'est de ne pas avoir justement pris l'initiative de bosser. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas un bosseur, mais de se concentrer justement sur ses vraies lacunes. Parce qu'on sait très bien que ça peut être un très bon créateur. Alors, très bon créateur, je vais aussi mesurer mes propos. C'est un excellent créateur en transition, en jeu très rapide. Parce que quand on le voit en situation demi-terrain, jeu posé, Ben Simmons a quand même pas mal de lacunes sur une organisation et de la création sur demi-terrain. Bon, je mets ça de côté, mais c'est surtout, oui, de pas... Voilà, qui est capable en plus de excellemment défendre sur l'homme. Sur ça, voilà, comme je l'ai dit, C'est un très bon défenseur. c'est un très bon défenseur qui a été dans la discussion, comme j'avais dit, du défenseur de l'année. Mais voilà, à côté, on a l'impression en effet que toutes ces lacunes, il les a pas bossées. Et c'est ça, moi, en fait, surtout que je lui reproche derrière. Alors, en effet, c'est là qu'il va y avoir le lien. Est-ce que il y a en effet un ascendant psychologique? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans sa tête qui ne va pas? Je n'en sais rien, et malheureusement on n'est pas son psy, on ne connaîtra jamais réellement son état d'âme sur tout ce qui se passe. Mais voilà, moi je trouve que le joueur non plus n'est pas complètement clean vis-à-vis de sa position. Et qu'il est quand même plus ou moins maître de son destin, et que malheureusement le destin là, qu'il a actuellement, il l'a quand même plus ou moins, alors je vais pas dire mérité, mais voilà, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Moi c'est surtout ça en fait que je lui reproche pour le coup. En fait, moi, c'est clair que oui, il a jamais développé son shoot comme il aurait dû, et on a eu des commentaires intéressants dans le chat sur le fait que Ouais, on n'a jamais été clair sur son rôle au sein c'est de vrai. l'équipe. En fait, c'est un peu comme, en fait, on l'a mis au poste 1 comme Jason Kidd a essayé un jour de mettre Giannis au poste 1. Mm. Je pense que Ben Simmons, c'est un poste 4. C'est vraiment un poste 4, et un poste 4 très intéressant. Je pense que il peut apporter pas mal de très bonnes choses. Salut les mecs. Et Oh, il y a euh, Sam qui nous rejoint, il vient à la rescousse. Génial. Normalement, vous entendez ou pas? Parce que j'ai mon nouveau micro. On t'entend parfaitement, le micro est nickel. Vas-y, magnifique. Bon, Ah, j'ai couru un peu, si je suis essoufflé ou quoi? t'inquiète. Bon, du coup, on était en train de... Alors, ouais, je te laisse terminer ton argumentaire, après je vais remettre Sam un peu dans le bain. vas-y, ok.
Ok. Du coup, on n'a jamais été clair. Et oui, c'est vrai que il aurait dû progresser comme d'autres joueurs auraient dû progresser. Hein. Tous les joueurs ont des lacunes, hein, que ce soit même Embiid, que ce soit Tobias Harris, que ce soit Évidemment. Seth Curry. Tous les joueurs ont des lacunes. Mais le problème ici, c'est pas les lacunes de Ben Simmons, c'est moi, c'est le fait d'avoir utilisé ces lacunes et c'est peut-être faiblesse mentale parce que c'est vrai que Ben Simmons a peut-être des fois ce manque d'agressivité. Mhm. Eh ben, on s'est vraiment, on a mis un focus sur ça et on a essayé de justifier la défaite des Sixers par ça. Alors que, certes, c'est vrai qu'il met quoi? Il met 4 ou 5 points. Le dernier match, il met 4 ou 5 points. Mais je peux prendre aussi le cas du Game 5 où Philadelphie perd contre les Hawks. Où Tobias Harris met uniquement 4 points. Mhm. Mettre 4 points dans un game 5, ça pèse tout autant dans la balance que mettre 4 points dans un game 7. Parce que dans les deux cas, ça te coûte la victoire. Mhm. Sauf Mhm. que dans un game 7, c'est plus rétentissant parce que c'est la défaite finale. Mais peut-être que si Tobias Harris avait mis sa dizaine de points comme on attend de lui dans ce game 5, peut-être que Philadelphie aurait même fini en 6 chez les Hawks. Tu Mhm. vois, on rentre dans les 6, mais voilà. Euh, Moi, tout le monde avait des lacunes, tout le monde a des lacunes, c'est normal, tous les joueurs ont des lacunes. Et Ben Simmons, ça a été un peu, c'était la victime, ça a été la victime. J'ai parlé de Embiid et Doc Rivers, mais il y a aussi le public du Wells Fargo Center. Moi, je trouve que les supporters de Philadelphie n'ont vraiment pas aidé Ben Simmons que ce soit dans ses playoffs, mais aussi après, et aussi avant. On a déjà entendu des huées à son encontre. Il y a d'ailleurs Danny Green qui a pris plusieurs fois sa défense. Aussi Matisse Thybulle a pris plusieurs fois sa défense sur le fait euh, que c'est un joueur quand même qui est un peu en difficulté mentalement et que c'est pas des huées, des sifflets comme ça qui vont l'aider à se mettre à l'endroit. Donc moi je pense que quand même la franchise, les leaders et les supporters sont même pas mal responsable en fait, du downfall de Ben Simmons parce que moi, ça reste quand même un excellent basketteur. J'ai vu dans le chat que on l'a considéré comme un héritier de LeBron James et c'est vrai, Oui, c'est vrai. comme Andrew Wiggins et je pense que ça ne l'a pas aidé ça. Ça aussi, ça l'a pas aidé parce que quand on te considère comme un héritier de LeBron James, ça veut dire qu'on a quand même pas mal d'éloges pour toi et qu'un jour, sur les réseaux sociaux, dans les médias, tes supporters commencent à te huer, bah en fait, tu comprends pas ce qui se passe et psychologiquement, ça peut être très très compliqué. Bah, Donc alors, voilà. ouais. Bon, du coup, alors pour te remettre rapidement un peu dans le bain, Sam, donc concernant Ben Simmons, donc on a fait un peu l'historique hein, avec notamment les faits marquants tels que le match 7 contre Atlanta en 2021 sur la demi-finale de conf. En fait, on a refait un peu la chronologie, on va dire, de sa carrière jusqu'à maintenant. Le trade pour James Harden la saison dernière. Enfin, la saison dernière. La saison, il y a 2 saisons maintenant, vu que la saison est passée pour cette année. Ses problèmes de blessure, ses problèmes, on va dire, psychologiques, ainsi que la situation maintenant avec la quarantaine de matchs qu'il aura joué avec un Brooklyn qui était complètement décimé sur la deuxième partie de saison. Donc on a abordé quelques sujets tels que bah, du coup l'élément déclencheur qui était le match 7 contre Atlanta, avec aussi donc toutes les répercussions qu'il y a pu y avoir à côté, la déclaration de Doc Rivers, la déclaration de Joel Embiid. Là, Rafik a abordé le sujet aussi des fans de Philly et de l'impact qu'il pouvait avoir sur lui. Bon voilà, on essaye un peu de remettre un peu toutes les toutes les pièces du puzzle les unes à côté des autres pour un peu à la fois dresser on va dire un peu son portrait, mais aussi de peut-être tirer quelques conclusions ou tout simplement même d'en sortir peut-être certains questionnements. Et du coup, toi, vis-à-vis de ça, toi, qu'est-ce qui te viendrait en tête justement le concernant? Bah, pour moi, l'élément déclencheur, entre guillemets, du downfall du mec, c'est aussi un de ses premiers étés en NBA. Je sais pas si vous vous rappelez.
Il est allé faire un camp d'entraînement avec un espèce de gourou du tir un peu censé être hyper réputé, etc. Il a changé sa mécanique de shoot et Mhm. les pourcentages ont drastiquement réduit. Je sais pas si on voit là sur l'écran. Du coup, ouais, Voilà. si tu prends alors tac les field goal percentage, ouais, bon après ils ont jamais été il a toujours eu alors après à 3 points, bon à 3 points on va rien dire Ouais, hein, parce qu'il a jamais shooté. Mais alors après ouais, on n'a pas énormément le détail parce que en fait ce qu'il faudrait pour que ce soit pertinent justement sur l'analyse, ce serait de voir justement les distances de shoot. bien sûr, ouais, non, non, bien sûr. Et donc, je sais pas, en fait, l'impact que c'est Rairi, entre guillemets, qui a eu sur son tir à 3 points dès le début de sa carrière, ça a eu sur lui. On voit de plus en plus que le jugement des fans, tu vois, on l'a vu cette année encore avec le cas Westbrook, euh, où certains joueurs ont beaucoup de mal à gérer les critiques, entre guillemets, et ça les affecte Mhm. vraiment. Donc, est-ce que ça a complètement ruiné ce mec mentalement? Est-ce qu'il était déjà fragile déjà de base? Enfin, moi je le sais pas en tout cas. Euh, je pense que c'est peut-être un autre élément qui peut rentrer dans la balance. Après, il y a aussi un point quand même, c'est est-ce que les franchises dans lesquelles il a été, c'était les deux, hein, je parle des deux, Mhm. donc Philadelphie et Brooklyn, sont vraiment des environnements sains pour un joueur qui est déjà pas bien de base. Bah, je suis pas sûr. Perso, je suis pas sûr aussi. Ouais, je suis pas le plus convaincu non plus. Euh, Alors, bah, alors, moi je veux bien entendre, hein, en effet, le fait qu'il soit pas dans des environnements les plus sains. Alors, très honnêtement, Brooklyn, moi je mets vraiment de côté parce que, enfin, sportivement parlant, je mets vraiment de côté parce que en soi, on a juste un échantillon de 42 matchs, donc Oui, c'est-à-dire que dalle. Il a eu, alors sur la saison et demie qu'il a faite, il a une saison quasiment entière blessé. Blessé ou avec des atteintes, on va dire, psychologiques. Donc voilà, pour moi, c'est plus le côté, on va dire, extra-sportif qui compterait, à mon avis, à ce niveau-là. Par contre, en effet, se focaliser beaucoup plus sur Philadelphie. Alors certes, je pense pas que ce soit les organisations les plus saines, sachant qu'en plus, il y a eu changement de général manager entre-temps, etc. etc. Mais est-ce que lui-même a fait de sorte à ce qu'il puisse être dans les meilleures conditions pour évoluer sainement? Et je vais être un petit peu ironique, mais je vais prendre le cas de sa relation notamment avec une certaine croqueuse de joueurs qui bien sûr, bien s'appelle Kendall Jenner. Est-ce que... Alors, attention, je ne remets pas en question le fait qu'il ait eu des sentiments pour elle, etc. Ça, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que malgré tout, c'est pas aussi un élément qui a influé qui a influencé, je veux dire, comment dire, sa vie sportive en fait. Bah, c'est toujours le problème de l'extra sportif globalement, entre guillemets. T'es un mec très jeune et t'arrives du jour au lendemain, tu sors de la fac où t'es pas payé. Après, je connais pas la situation de base de Ben Simmons, mais a priori, avec l'énorme contrat qu'on lui a donné, ça t'ouvre un champ médiatique, une ouverture. Enfin, tu peux faire tout ce que tu veux, plus ou moins. Et est-ce Hmm. que ça l'a pas un peu détourné du basket? Bah, c'est probable, mais comme on l'a vu sur énormément d'autres cas. Après, Ben Simmons, a priori, en tout cas publiquement, c'est pas vraiment le genre de joueur à faire, tu vois, où on le voit beaucoup dehors, etc. Bon, hormis avec ce truc-là de Kendall Jenner, mais bon, je pense qu'on le comprend tous Mhm. sur le coup. Euh, Oui, ça, je voilà, confirme. Une très belle voilà, femme. après, c'est Faut dire pas- ce qui est, faut dire voilà, ce qui est. Une très belle femme. ça peut être subjectif, mais très belle femme. Euh, et donc voilà, après, enfin, c'est vraiment un cas d'école, je dirais,
Là, sur cette question de Kendall Jenner, de et, est-ce que vraiment l'extra sportif a la place quand tu as une carrière de joueur, et les mecs, c'est aussi des personnes, donc tu vois, je comprends. Peut-être même que, comme c'est le cas dans le foot, comme c'est le cas aussi dans le basket parfois, euh, t'as des mecs qui sont pas fans en fait de basket, ils prennent leur gros contrat et puis après. Mais, c'est Donc, vrai, c'est vrai que pour le coup, ça peut jouer parce que d'ailleurs, très bonne remarque aussi d'Eric dans le chat. C'est vrai que. Parce que quand elle le plaque, attends, c'était à quelle période exactement? C'était vers la fin justement de son aventure à Philly, je crois, hein. Ou c'était peut-être un peu avant, je sais plus. Bon, enfin bref. Mais bah, après, alors est-ce que. Parce que là, je vais faire un peu le lien. Alors, les faits ne sont pas du tout les mêmes. Mais est-ce que aussi, il n'y a pas peut-être une remise en question de. Alors, à la fois de l'entourage, mais je vais même aller plus loin, de la préparation, de la préparation et, et du conditionnement des joueurs lorsqu'ils arrivent justement dans le monde pro. Parce que c'est vrai que sur ces dernières années, on va reprendre, bah, malheureusement, on est obligé de faire un peu le parallèle avec les éléments actuels. Euh, le cas Ja Morant, le cas Zion Williamson, PJ Washington, tous ces gens qui ont des gros soucis sur l'extra sportif. Bizarrement, il y en a de plus en plus. Alors, est-ce que c'est aussi du fait des réseaux sociaux qui se développent de plus en plus? Bon, voilà, je pense qu'il y a certains facteurs aussi à prendre en compte, mais est-ce qu'il y a pas aussi un souci de préparation et de conditionnement des joueurs sur ces jours, en fait, sur ces derniers temps? Il y a moyen. Il est pas formé à gérer les réseaux sociaux. Ça, on le saura pas, on le saura pas, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a un peu des cibles préférées. Par exemple, ouais, Westbrook, c'est une des cibles Ouais. préférées sur les réseaux sociaux. Euh, pour moi, Ben Simmons aussi. En général les joueurs qui ont pas un très bon shoot, qui mettent des briques, en général, sur les réseaux sociaux, ils prennent très 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 cher. Et on avait vu aussi avec Westbrook, hein, que le mec, il mettait des posts Instagram laissant présager une retraite du monde du basket. Ah, des choses, en tout cas, prendre du recul avec le basket, parce que il y a aussi DeRozan, hein, DeRozan qui a une période avait beaucoup de mal à gérer les critiques sur les réseaux sociaux. Donc ouais, peut-être que. Mais ça, je pense que ça, c'est quelque chose c'est quelque chose de sociétal. Je pense Mhm. que c'est n'importe qui se fait critiquer tous les jours pourrait péter un câble. Mais en tout cas, moi, je vais quand même rester sur le leadership euh, des Sixers. Pour moi, c'est des conférences après la défaite jusqu'à même pendant la saison blanche, le manque de communication claire. Peut-être qu'il y a eu une communication claire en interne, mais en tout cas, de l'extérieur, on a l'impression que il n'y avait pas une vraie communication entre le leadership des Sixers. Et quand je dis leadership, c'est le coach, Mhm. Embiid et peut-être d'autres personnes du front office. Et Ben Simmons, on a l'impression que c'était pas clair. Bah pour moi, en fait, tout ça, ça a enterré Ben Simmons. Franchement, pour moi, ça l'a pas du tout aidé. Franchement, tous les joueurs ont des échecs, hein. Je prends l'exemple de Giannis, pas parce que je suis un fan des Bucks, mais aussi parce que Giannis, c'est un poste 4 qui n'a pas de shoot extérieur, qui se fait aussi charrier par le fait qu'il n'a pas de shoot extérieur. Et il n'y a personne. Giannis, il n'a pas eu un coach, il n'a pas eu un joueur qui l'ont critiqué sur son manque de shoot en conférence de presse après l'élimination, par exemple, dans la bulle. Giannis a été très critiqué par les médias, sur les réseaux sociaux, par certains médias, mais il y a pas, en tout cas, t'as pas le coach, t'as pas Budenholzer qui est arrivé. Ouais, bon, je pense que Giannis, il est pas fait pour ce genre de choses. T'as pas un joueur genre Chris Middleton qui arrive et qui va dire, ouais, franchement, faudrait il apprenne à shooter, Giannis. Là, tu vois, ou sinon il a pas, tu vois, il a pas, sinon Middleton, il a pas mis la défaite des Bucks sur le dos de Giannis. Donc, Bah, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est
c'est pour moi, c'est surtout le leadership qui a enterré Ben Simmons. Et même quand tu regardes ce qu'ils disaient dans les médias, tu as l'impression que tu avais Joel Embiid qui disait: ah, il a dit ça, Ben Simmons, je suis pas au courant. Et Ben Simmons qui dit: ah, il a dit ça, Joel Embiid, ah, je suis pas au courant. Tu as l'impression qu'ils se parlaient plus, les gars. Et tout ça, ça l'a empêché, on va dire, je sais pas, de guérir. Moi, je pense qu'il y a une situation qu'on l'empêchait de guérir, et il lui faudrait aujourd'hui, Ben Simmons, une franchise où il peut guérir. Je pense à deux. C'est pour moi les Warriors ou les Spurs. Je pense qu'il a besoin de ce genre de franchise où il pourrait guérir aujourd'hui. Hmm. Ouais, après, alors, je peux entendre hein, ton exemple de Giannis Antetokounmpo, mais le truc, c'est que c'est Giannis le leader. Contrairement à Ben C'est Simmons, vrai. à Philadelphie, même s'il y avait certains moments. Et alors, je pense que ça vient aussi de là, c'est qu'on n'a jamais été capable de clairement aussi poser une hiérarchie à Philadelphie à l'époque, où on dit c'est Joel Embiid le 1 et c'est Ben Simmons le numéro 2. Il y a toujours eu cette situation où les deux comment dire, se sont chevauchés en fait. Là, je reviens sur ton point où il y a un clair manque de leadership justement côté Philadelphie. Ça a été d'être clair et de dire oui, à cette heure-ci, le process, parce qu'on va revenir au process, c'est Joel Embiid, la tête d'affiche, c'est lui la vitrine. Et derrière, le lieutenant, le vrai numéro 2, c'est Ben Simmons. Et je pense déjà que si ce positionnement avait été clair dès le début, ça aurait déjà changé énormément de choses à Philadelphie. Et malheureusement, c'est une situation qui s'est empirée au fil du temps. Et ça, c'est depuis 2019 à peu près, jusqu'à vraiment, on va dire, la cassure en 2021. Et pour moi, c'est là où Philadelphie, ou en tout cas l'organisation des Sixers est plus que coupable pour le coup. Je sais pas, toi, ce que tu en penses de cela, Sam. Euh, Écoute, l'administration et le board des Sixers, c'est possible que ça ait joué tout à fait dans le coup de moins bien, surtout qu'il y avait Ben Simmons, il y avait Embiid, et ils étaient entourés de gros role players. Donc, est-ce que le rôle qu'il a eu n'a pas été suffisant? Honnêtement, je ne sais pas. Après, en soi, ce que j'aimerais de la part de Ben Simmons, mais je pense pas que ça arrivera, parce que la communication aujourd'hui en NBA, elle est plus vraiment autant ouverte. C'est vraiment qui se pose sur un podcast ou sur une grosse interview et qui s'ouvre entre guillemets pour qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé. Parce que logiquement, tu vois, tu parlais de board et normalement les boards ont un psychologue d'équipe, un coach mental. C'est des équipes qui brassent des milliers qui ont un staff énorme en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Sur des points qu'on n'imaginerait même pas, tu vois. Donc, je me demande quel est le rôle aussi là-dedans de la franchise. Est-ce que le joueur a vraiment été accompagné? C'est des questions qu'on pose aussi, tu vois, je regarde, je fais le parallèle un peu, mais c'est des questions qu'on pose aussi beaucoup en NHL, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des problèmes mentaux, et on se demande vraiment si les coaching staff et les staffs psychologiques sont suffisants aujourd'hui pour des joueurs qui sont de plus en plus exposés, quasiment constamment, quand même. Ça peut être hyper dur à gérer, évidemment, et encore plus quand tu as un coup de moins bien, j'ai envie de dire, ou comme ça, tu vois. Donc, ouais, je mettrais plus le doigt là-dessus si vraiment il fallait déceler quelque chose. J'imagine que ça serait un truc comme ça, parce que en soi, il n'y a pas de raison. Enfin, en plus, la saison où il baisse un peu en playoff, où il y a le gros truc donc contre les Hawks, il est quand même All-Star sur cette saison. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr, il est All-Star. Et comme je dis, il était dans la discussion au défenseur de l'année. Hein. Il avait fait une très bonne saison. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de downfall pendant les playoffs. Et là, en effet, on a eu l'effet cataclysme sur la série contre Atlanta.
Je vais juste faire une petite coupure car il y a Rafik qui va devoir nous quitter. Ok. Va devoir partir. Mais écoute, merci Rafik en tout cas Merci à toi. d'être Yes, venu malgré ce petit retard. t'inquiète, pas de souci. Juste un dernier mot. Vas-y. Alors pour moi, Ben Simmons n'est pas coupable. Et j'engagerai même des poursuites contre Doc Rivers et Joel Embiid pour harcèlement moral. Et aussi contre la franchise des Sixers. Et franchement, si Ben Simmons va un avocat, moi je suis chaud. Je pense qu'on va se faire des millions. Franchement, on va se faire beaucoup, beaucoup de millions. Voilà, voilà. Bah, c'était cool de parler de cette histoire. Et merci au chat. J'ai vu des commentaires très pertinents, très Très pertinent. intéressants. Yes. Ah, ok. Bah, à la prochaine, les gars. Et bonne fin de tribunal. Yes, bonne Merci. soirée Rafik. Yes, bonne soirée. Ciao, ciao. Ah, va falloir que je remette les cams correctement. Ah non, pas besoin de remettre les cams Non, même pas. correctement. Waouh, très bien. Je Très vois bien. ça. Parfait. Bon, Et bah nickel. je me demandais justement Ouais. par rapport à ça, et je pense que ça va faire une petite transition, je sais pas ce que tu avais en tête, mais est-ce que il y a des joueurs comme ça qui se sont relevés d'une telle situation? Alors, très honnêtement, j'en ai pas en tête. Non, moi non Et plus. N'hésitez pas j'en, à nous dire dans le chat. alors, j'en ai pas en tête. Mais par contre, je serais capable. Alors, c'est peut-être là justement qui rend Ben Simmons peut-être unique. C'est que, contrairement à d'autres, et je vais prendre des cas récents, hein, Demar DeRozan, Kevin Love, ce sont des gens notamment qui ont été capables d'en parler. Oui. Et est-ce que justement, euh, est-ce que ce serait pas justement quelque chose peut-être qui permettrait de créer peut-être une sorte de déclic, je sais pas. Mais c'est vrai que quand on reprend les cas de Demar DeRozan et Kevin Love, alors là on va aller beaucoup plus en effet sur l'aspect psychologique de la chose. Alors voilà, après ça ne reste que des spéculations parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas réellement en dehors des différents reports qu'on peut avoir sur Internet ou même sur Twitter, euh, de la réelle situation, on va dire, psychologique de Ben Simmons. Parce qu'apparemment, sa situation psychologique est quand même assez importante, tellement importante qu'elle a un impact sur son physique. Donc sur ses problèmes de dos. Et sur Mm. ça, moi connaissant très bien les soucis de dos pour le coup, ça paraît crédible. Moi, sur ça, je remets pas en doute cette relation de cause à effet. Mais par rapport au problème de dos, justement, ce que je me demande, c'est aussi si l'arrêt en soi, et du coup tu perds un peu les muscles qui vont entourer le cartilage, etc. Euh, Enfin, attention, je suis pas médecin. Mais est-ce que c'est pas encore plus dangereux du coup de revenir au jeu sans faire vraiment un gros travail? Est-ce que du coup le travail physique a été suffisant pour des mecs qui ont des corps comme ça en plus, qui sont aussi massifs? Ben Simmons, c'est du, je saurais Ouais, c'est un beau bébé, hein, Ben Simmons. 2 Hein. mètres, Il fait quoi? 2 mètres 8 kilos. Il fait quoi? Il fait du 2,08 pour 108 kilos. Ouais, c'est un beau bébé. Donc tu imagines, il revient un peu avec une masse graisseuse trop importante à l'entraînement ou avec pas assez de muscles, quoi. Et ça tape direct, c'est le dos qui prend, quoi. Ah, je Donc, sais ouais, pas. Ouais, très honnêtement, je suis pas spécialiste pour vraiment me donner une réponse claire sur ce voilà. sujet-là. Pour revenir à mon propos rapidement, euh, Oui, pardon. ouais, quand je reprends les cas de Kevin Love et de DeRozan, hein, parce que ce sont vraiment les cas les plus flagrants, en tout cas qui se sont le plus exprimés sur le sujet, euh, bah, les gars, voilà, ont été capables au bout d'un moment d'en parler. Et en fait, on a clairement l'impression que Ben Simmons, ce sujet-là, est un sujet plus que tabou. Alors, est-ce que ça cache d'autres choses? Est-ce que ça cache un vrai mal-être aussi à côté? Je, malheureusement, alors après, c'est pas à nous de le soigner, hein, clairement, mais c'est vrai que ça rend la chose hyper complexe le concernant. Donc, c'est vrai que ça laisse beaucoup d'interrogations sur ce qu'il est réellement. Et du coup, bah, l'impact à la fois physique, et donc qui dit impact de physique, va aussi dire donc ses performances sur le terrain. Donc, bon.
Après, voilà, c'était un peu le parallèle. Et c'est pour ça que pour moi, ça rend un peu sa situation unique. Parce que c'est vrai que c'est, à cette heure-ci, en tout cas pour le moment, le seul dont on connaît publiquement les soucis qu'il a, mais sans réellement avoir d'infos, ni que lui se soit exprimé justement sur le sujet. Pour rebondir rapidement sur les commentaires du chat, oui, alors il y a eu le cas Andrew Wiggins. Alors, attention, le cas Andrew Wiggins, c'est quand même bien autre chose. Parce qu'en soi, il a toujours plus ou moins performé. Il a toujours été, bon, même si j'allais dire Philadelphie, mais Minnesota, à l'époque, c'était pas non plus, voilà, c'était pas non plus la folie. Mais le gars tournait quand même à ses 20-25 points, même des fois, sur certaines saisons. Voilà, c'est pas comme s'il avait disparu ou quoi que ce soit. Certes, l'impact qu'il avait était bien en deçà de ce qu'on pouvait espérer de lui, hein, surtout que c'est un numéro 1 de draft aussi, du cru 2014. Mais il a su en effet, et c'est là qu'on peut peut-être faire le parallèle avec ce que Rafik disait, c'est que dès qu'il est passé à Golden State, en effet, on a vu un tout nouveau Andrew Wiggins. C'est impressionnant le progrès qu'il a fait, la maturité dans son jeu qu'il a prise et surtout la fiabilité qu'il est devenu. Parce que je le disais déjà sur certains épisodes de cette saison sur TBA ou même sur le podcast Forever, euh, Wiggins est devenu l'assurance tout risque de Golden State. C'est le gars qui est capable de... Gordon, c'est pareil, hein. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et j'avais dit, de toute façon, sans Andrew Wiggins, Golden State ne peut absolument rien espérer. Et bon, en effet, il a été un peu blessé, etc. Et en effet, bah, son impact a été rapidement décelé lorsqu'il a, en tout cas manquant, lorsqu'il a été blessé. Et en effet, ça doit être une vraie option 2 pour le coup. Je te rejoins, Trev 2001 là sur le chat. Mm. En effet, au vu du downfall que connaît Klay Thompson, alors circonstances aussi atténuantes à prendre en compte hein, avec ses blessures, oui, Wiggins doit clairement passer en option 2. Sur ça, je suis entièrement. Bon, je dévie un petit peu sur le sujet, mais est-ce que toi, tu as d'autres axes peut-être à mettre en avant sur son cas à Ben Simmons? Alors, sur le cas, a priori, non. Maintenant, c'est quelle solution, quoi. Bah, quelle solution et quid de son avenir? Absolument. Bah, très honnêtement, je sais pas quoi répondre. Si j'étais, on va dire, si j'étais un troll, voilà. Si j'étais un pur troll. Mais en vrai, bah, alors, ce serait toujours agréable hein, de le voir quand même évoluer, mais, euh, mais de toute façon, s'il souhaite rebondir, c'est inévitable, faut qu'il travaille son shoot. Son shoot est obligatoire. Il est obligatoire de le travailler, parce que malheureusement, voilà, alors certes, tu es à Brooklyn dans une équipe qui va courir, parce que c'est une équipe quand même jeune, donc tu vas profiter de pas mal de situations en jeu rapide et en transition, mais ce ne sera pas suffisant pour avoir un réel impact sur du moyen voire long terme, sachant que malgré tout, il commence petit à petit à vieillir, hein. Il n'a que 27 ans, mais enfin il va avoir 27 ans, mais à 27 ans, tu es censé être au début de ton prime. Voilà, c'est là que la remise en question doit être voilà doit se faire immédiatement et l'option alors j'aimerais bien avoir ton avis justement sur le sujet, c'est vrai que ça avait été abordé et là il y a très 2001 qui le remet aussi dans le chat, moi que je trouve plutôt pertinent. Est-ce que il devrait pas rentrer dans un rôle à la Draymond Green? Bah, absolument, ouais. En fait, le truc, c'est que meneur, il jouera plus jamais meneur. Mm. A priori, il n'a pas la vivacité. Il peut faire les reads, mais il n'a pas la vivacité, il n'a pas de tir. Aujourd'hui, déjà, un joueur qui n'a pas de tir en NBA, c'est très compliqué. Déjà. Après, il défend bien. Il a la vision de jeu d'un meneur correct parce qu'il fait cette saison 6 passes. Non, oui, c'est ça, 6 Ouais, passes s'il passe.
pour 2 turnovers, tu vois, donc c'est pas furieux. Par contre, je pense que contrairement à Draymond, même sur les moments small ball, tu peux pas trop le jouer en 5, je trouve. Parce que au rebond, certes, il prend 6 rebonds par match là, sur la Mhm. saison dernière, mais au rebond offensif, tu es obligé d'assurer, quoi. Parce que si tu as un pivot correct derrière, avec les problèmes physiques, ça me paraît difficile. Mais tu vois, comme avec un 5 qui peut stretch, Ouais. ouais, non, carrément, pour aller l'aider au rebond. Tu vois, là aujourd'hui dans l'effectif de Brooklyn, en 5. Ouais. Bah, ouais, en T'as Nick 5. Claxton. Ouais, c'est Nick Claxton, mais Nick Claxton, je trouve on le gonfle énormément, moi, je trouve. Bah ouais. Mais il tire pas non plus à 3 points d'ailleurs. Il en a pris 0 cette Ah saison. bah non, c'est clairement pas sa spécialité. Ah ça, non, du tout. Non. Donc ouais, éventuellement, mais à côté d'un intérieur qui est capable de stretch, parce que sinon, a priori, ça paraît complexe. Mais c'est vrai que pour le coup, je serais pas du tout étonné qu'il reperforme en NBA. D'accord. Franchement, Mais est-ce que, du coup, ce sera à Brooklyn? hein. A, a- a priori, cette saison, j'ai un peu plus d'espoir, on va dire, Ouais. que la saison précédente. Parce que c'est vrai que là, avec les quelques mouvements qu'il y a eu, c'est vrai que je connais pas trop le roster de Brooklyn avec les départs qu'il y a eu. Brooklyn Nets roster. Attends, parce qu'il est pas update Sur ESPN? non, sur Basketball Référence. Ouais, bah moi je vais mettre sur ESPN, je pense que ce sera plus à jour. Oui, ça a l'air d'être. Ah non, Joe Harris, il y est toujours. Bah attends, on va aller sur NBA.com, c'est plus simple. Alors, qui on a? Oui, j'accepte les cookies. Alors, j'ai montré que Ok, bon, t'as. déjà, il y a 3 spots. Il y a encore 3 spots à Brooklyn. On a Inoa alors, on a non, Noah Conley, Derek Whitehead, ok, ça c'est les arrivées. Roy Sony, c'est pas mal, hein, franchement. Royce Rec- O'Neal, c'est pas mal du tout. Dorian ouais. Finney-Smith, éventuellement, ça pourrait être pas mal du tout aussi. Hmm. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et un joueur avec qui j'aimerais bien voir Ben Simmons se développer, c'est Noah Clowney, qui a été drafté en fin de premier tour, collé du coup à Derek Whitehead, Ouais. pardon, qui a un intérieur assez long, grand, et qui est capable pour le coup de tirer un peu à 3. Donc j'aimerais bien voir des line-up avec les deux pour le coup la saison prochaine, ça m'intéresse de ouf. Ouais, bon, même sur NBA.com, c'est pas à jour. Il y a encore cette Curry qui n'y est Ouais, plus. ouais. Ouais. Ouais, bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est réellement avec Brooklyn qu'il devrait? Je sais pas. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à le voir avec Brooklyn. Alors, à part si en effet on le positionne réellement en tant que poste 4. Euh, Éventuellement. Mais je sais pas si c'est vraiment avec Brooklyn que ça doit se faire. Moi, je pense que ce serait peut-être plus avec une équipe qui est beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus institutionnalisée. Et c'est là que je vais rejoindre ce que disait Rafik tout à l'heure. C'était bah, des équipes telles que Golden State ou San Antonio, où ce sont vraiment des clubs, on va dire, sains, où c'est une vraie institution, où il y a vraiment une hiérarchie dans les rôles. Je pense que c'est ça qui lui manque pour espérer justement rebondir derrière. Après, le roster est entre guillemets plutôt ouvert. T'as pas une pression de dingue non plus. Ouais. Et je trouve le coach, c'est toujours Jacques Vaughn, on est d'accord? Parce que Oui, j'ai un doute, j'ai un vieux doute. Non, c'est ça. Je trouve que Jacques Vaughn est un bon coach pour une équipe justement comme ça en de développement. développement, tout à Alors, fait. enfin, est-ce qu'il se développera à Brooklyn? Est-ce qu'il pourra retrouver un niveau correct à Brooklyn? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas impossible et c'est largement pas une des équipes euh, où il aura le moins de possibilités de performer, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est clair. Bah en fait, en seul ailier fort, oui, on a Dorian Finney-Smith. Alors, est-ce que ce sera un backup du coup? Bah, dans Finney-Smith, tu peux le faire jouer en sixième homme, quoi, sur les postes 3, sur les postes 4, voire éventuellement un tout petit peu en 5. Putain, j'avoue, le cochon Ben Simmons, 37 millions. Oh, Ah, le non. connard. Mais est-ce que ça a joué aussi dans... Tu vois, il signe son gros contrat à 23 ans. Ouais. Et aujourd'hui, là, récemment, hein, sur les gros contrats qui ont été signés chez des joueurs aussi jeunes, hormis Trae Young, Doncic et Shai, il y a eu pas mal de joueurs qui n'ont pas répondu présent Mhm. par rapport aux faits extrasportifs et aussi sur le terrain. Jordan Poole, gros contrat très jeune. Ouais. On regarde aujourd'hui. Ja Morant, gros contrat très jeune. Regarde où il Ouais. en est. Alors, lui, c'est encore différent, ouais. Mais ok. Voilà. Ouais, non, mais je Mais t'en rejoins. pour un truc extra sportif, c'est compliqué. Ouais. Aussi parce que il a beaucoup de sous et du coup, bah, il se permet des choses. Zion, c'est très compliqué sur le plan extra sportif et il a signé un énorme contrat. Mhm. Et j'en avais un autre que j'ai oublié. Tyler Hero éventuellement, qui aujourd'hui a pas. Ouais, t'as le héros, je trouve. Bon, t'es dur quand même, je trouve. Hein, parce que en dehors, bon, malheureusement, bon, la blessure, c'est un peu ce qui fait mal. Mais ouais, il a quand même rentabilisé sa saison, moi, je trouve. Hein. Ouais, ok. Mais au Ah, tarif t'es là, pas convaincu? tu pourrais le re-signer au tarif là? Au même Bah, tarif? moi, de toute façon, moi, déjà de base, j'avais dit que le contrat pour moi était trop élevé pour lui. Ouais. Voilà, la signature pour moi était trop élevée. Après, il a quand même eu un bon impact. Euh, en fait, ce que je dis, ça va être un peu contradictoire parce que je vais dire qu'il a eu un bon impact, mais Miami termine au play-in et sans lui, ça va en finale. Il met autant de points sur la saison. Bon, après, c'est pas les mêmes équipes, hein. Attention, je m'entends, Ouais. je fais un peu exprès. Il met autant de points sur la saison en moyenne, même un tout petit peu moins que Kelly Oubre. Oh putain. Et il est payé l'amigo la saison prochaine, parce que son contrat commence réellement la saison prochaine. 27 millions. 27 millions au vu du nouveau CBA, c'est pas choquant. Son contrat s'étale donc sur 4 ans et Ouais. c'est du 30 millions de moyenne. Bah, Donc, j'ai envie de dire qu'il a intérêt. En fait, c'est surtout que là, la saison à venir, il a intérêt à revenir très fort. Je pense que c'est avec quelle surtout ça. équipe? Avec quelle équipe? Attends, tu parles de qui? Tu parles de. Ah oui, tu parles des rôles? Ah oui, putain, c'est vrai. Ah oui, bah. À Portland? Ouais, c'est vrai qu'il a annoncé dans le package avec Robinson contre Damian Lillard. Hein. Alors, de ce que j'ai vu, les deux équipes, donc Portland et Miami, cherchent une troisième Troisième équipe. équipe pour récupérer Tyler Hero parce que Portland ne veut pas de guard, a priori. Ah, ouais, bah oui, parce que si tu mets Tyler Hero, très honnêtement, hein, c'est lui qui va prendre la place d'Anthony Simons. Hein. Il sera devant. Hein. Il sera obligatoirement devant. Ouais, bon, bah ouais, je sais pas. Ouais, pour le cas Hero, ça reste à voir. Bon, de Voilà. toute façon, on en Mais, rediscutera. mais donc, a priori, on a quand même beaucoup de risques qui sont pris sur ce type de contrat sur des joueurs aussi jeunes. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et le problème, oui, c'est que bah on l'a vu directement. Enfin, Philadelphie l'a vu beaucoup trop beau, beaucoup trop tôt, en fait. Et oui, moi j'ai toujours du mal avec les contrats supermax. Enfin, pas, c'était pas contrat supermax, c'était un contrat max suite à extension. Enfin, c'était une extension max suite à un contrat rookie. Mais oui, sachant qu'en plus Ben Simmons, pendant une saison entière, on l'a pas vu sa saison rookie, sa vraie saison rookie de base. Derrière, 2 ans plus tard, tu lui proposes direct une extension max. Non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et de toute façon, c'était à l'époque, c'était Elton Brand, le général manager. Ça a été, franchement, la gestion sous Elton Brand, ça a été catastrophique à Philadelphie. Et malheureusement, bah, c'est un peu les dégâts. Bah, Ben Simmons fait plus ou moins partie aussi des dommages collatéraux
de l'organisation mise en place par Elton Brand, hein. Ça, malheureusement, on est obligé de le constater, hein. Et du manque aussi de leadership. Elton Brand, qui est quand même le mec qui a préféré globalement Butler enfin, qui a préféré Tobias Harris à Butler. De ouf. De Je regarde ouf. un peu le job parce que j'aime bien regarder les GM comme ça. D'ailleurs, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, allez regarder le bilan de Oui. GM d'Elgin Baylor. Elgin Baylor? Ah, t'as déjà vu ou pas? Non, j'ai jamais regardé. Donc, il a été GM. Bon, je fais une toute petite aparté. Vas-y. Il a été GM des Clippers de 86 à 2008. Tous les ans, il a des pics dans le top 10 de la draft. Tous les ans, c'est des busts. Et ça explique. Mais les gars, vraiment, faites-le vous parce que vous allez avoir des noms. C'est un truc de fou furieux. Je l'avais fait une fois en émission. Et le seul pick qui fait correct, je crois que c'est le tout dernier où il draft DeAndre Jordan. Et c'est sur quoi? C'est sur Basketball Référence? Basketball Référence, vous tapez Elgin Baylor et c'est tout en bas NBA, ABA Executive. C'est que Ouais. des pépites. Est-ce que du coup on a un concurrent direct de Jordan? Ah non, mais c'est même pas, mais il n'y a même pas photo. Pour le coup, vraiment, c'est le pire GM all-time, il n'y a même pas de débat. Comme quoi, et ça va encore apporter une raison de plus de ne pas croire que un excellent joueur all-time est forcément un bon dirigeant all-time, hein. C'est clair. Est Bon, après, il forcément un bon y a dirigeant. pas mal de gens qui disent que le mec a fait quand même toute sa carrière aux Lakers. S'il pouvait aller bousiller, vraiment, il a bousillé 20 ans de franchise, quoi. Ah, purée. Ils l'ont laissé aux commandes, faut se rendre compte, d'avril 86 à octobre 2008, sans victoire évidemment, sans gros contrat et avec que des décisions de fou furieux. Vraiment, faites-vous la liste, elle est très longue, hein. Elle est très longue, mais il n'y a que des décisions d'abrutis, même les trades. Genre. C'est lui qui draft Olowo Candy en 98 en premier. Là, je vois quoi? Il y a que des trucs de ouf. Des trucs de ouf. Tu connais Lamond Murray? Ouais, ça me parle, ouais, de nom, ouais. Il a été drafté en 7. C'était en quelle année, lui? Lamond Murray, je vais te dire. Ouais, ça me parle. 94. Ouais, je me demande si Lamond Murray, je me demande si je joue... Attends, je me demande si je joue pas si je joue pas dans la ligue du Big 3. Ça me parle, le nom me parle. Il a arrêté en 2011 après avoir joué 2 saisons au Bahreïn, donc c'est pas marqué, mais c'est possible. D'accord, ok. Mais voilà, on est sur des champions du monde sélectionnés très très haut, Ouais. et il y a que ça. Alors après, ouais, pour dévier légèrement aussi et peut-être clore un peu cet aparté, c'est Iron Lee 36 qui le met. C'est vrai qu'il était sous Donald Sterling et c'est pas non plus une masse à faire. C'est un sacré... Ah non, mais ça évidemment. Non, mais bien sûr. Mais bon, ça n'excuse pas tout, en effet. Bon, pour revenir sur Ben Simmons, donc toi de ton côté, toi tu le verrais bien donc rester à Brooklyn et essayer de dérouler, en tout cas d'essayer de revenir à un minimum de niveau sur la saison à venir. Je pense qu'il ne reviendra probablement jamais au niveau donné par son contrat, mais je pense qu'il peut revenir et redevenir un joueur tout à fait potable et un bon joueur titulaire d'une équipe NBA. Ok. Voilà. Bon. Écoute, ça marche. Ça marche. Du coup, le concernant, si on devait... parce que ça fait combien de temps? Ouais, ça fait déjà une bonne grosseur qu'on est là. Est-ce que toi, tu as d'autres points à imaginer? Il est MIP la saison prochaine. Oh purée. Franchement, si c'est amené à arriver, franchement, ouais, là on pourra dire que c'est une vraie rédemption, quoi. Que le gars s'est vraiment pris au sérieux. Alors,
Après, on va éviter de revenir sur les vidéos, sur les réseaux sociaux qu'on peut voir actuellement le concernant, parce que tous les ans, c'est un peu la même, hein. Ça a été ça pour son shoot enfin, tous les étés depuis 5 ans, et on voit très bien le résultat au final. Après, Euh, manquer des 3 points, ça arrive à tout le monde. Je crois que tu l'as vu tout à l'heure sur notre stream. Exactement. Je l'ai bien Voilà. vu. Mais Voilà. bon, voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite Mm. pour la saison à venir et même pour plus tard. Bah, alors je vais peut-être faire un peu alors je vais pas dire le rageux, mais celui qui est beaucoup plus sceptique. Ok. Moi, je ne crois pas des masses à un retour Tony Truant. Et j'ai envie de dire, ça m'étonnerait même pas, au vu de la reconstruction qu'il y a actuellement, que Sean Marks veuille dégraisser et qu'il se démerde pour essayer de le transférer quelque part. Ok. Ça, moi, enfin, ça me surprendrait pas. Je dis pas que ce serait le D'accord. cas et que c'est ce que je veux, mais je sais pas, ça me surprendrait pas parce qu'à cette heure-ci, donc c'est le plus gros contrat. Le deuxième plus gros contrat, c'est Michael Bridges. Donc en termes de rendement, ça va, le Pépéricose. Le mec, il est à 24 millions la saison, hein. Ouais. Donc ça m'étonnerait pas qu'il cherche à s'en débarrasser. Bon, on verra par la suite. Après, Euh, ouais, je connais pas le, comment dire, le mouvement, l'effet de groupe et la synergie et l'entente qui règne dans le vestiaire des Nets, mais a priori de ce qu'on voit nous, c'est-à-dire les bouts d'interview, les moments sur le banc, etc. Comme on dit, le groupe a l'air de bien vivre. Donc, oui, ça je c'est trouve vrai. ça assez encourageant. En tout cas, c'est un environnement qui a l'air assez sain. De là à dire que l'année prochaine, il va revenir à un niveau All-Star, non, peut-être. Mais en tout cas, le groupe a l'air plutôt sain, ce qui peut aider. Hmm. Oui, non, ça c'est sûr, et c'est Jacques Vaughn, hein, je pense, qui est un très gros Oui, contributeur justement à ce que cette ambiance, en tout cas que la vie à Brooklyn soit on va dire la plus saine possible. Je pense qu'on a abordé quand même pas mal de points sur le cas Ben oui. Simmons. Après, je sais pas si dans le chat, s'il y a d'autres points que vous souhaitez aborder sur son sujet. Je pense qu'on a fait un gros tour. J'en ai profité aussi pour pas non plus trop tirer sur l'émission. Bah, j'en ai profité pour mettre un sondage, hein. Donc, du coup, savoir ce que vous pensez du cas de Simmons. Est-ce qu'il est coupable ou innocent? C'est voilà, une question aussi simple que celle-ci. On n'a pas développé la toxicité du public. Ouf. Alors, qu'est-ce que t'entends qu'est-ce que t'entends par toxicité du public? Est-ce qu'on parle uniquement des fanbases ou est-ce qu'on va parler vraiment de n'importe quel téléspectateur ou en tout cas de n'importe quel visionneur et fan de NBA? Ou Ah, peut-être du public en match, je sais pas du tout. ouais, j'aimerais bien, Eric, que tu précises ton propos pour le coup. Non, parce que c'était dans les arguments pour défendre Ben Simmons. Ah, donc là, on revient plus à l'argumentaire de Rafik Hmm. de tout à l'heure, comme quoi bah, les fans, grosso modo, les fans des Sixers, bah, n'ont clairement pas aidé, enfin, a clairement aidé, on va dire, à enterrer le nom de Ben Simmons. Bah, je- moi, j'ai envie de dire que ouais, la toxicité du public de Philly, malheureusement, tu rencontres ça partout. Je ne pense pas que Philly soit la fanbase la plus toxique pour le coup. Je pense pas que ce soit la plus virulente non plus. Euh, Moi, je pense que c'est plus l'écosystème autour de ça et vraiment de l'organisation. Moi j'insiste, hein, sur l'organisation des Sixers plus que le public en lui-même. Parce que le public en lui-même n'a pas eu grand-chose à manger sur les 20 dernières années. Donc pour le coup, être exigeant à ce point-là
alors que t'as rien à bouffer depuis, allez, depuis les campagnes, c'était quand, au début des années 2010, avec encore Iguodala. Iguodala, Lou Williams, les mecs comme ça. Voilà, c'était pas non plus la folie, même si Iguodala était très très bon à l'époque. Mais voilà, depuis l'ère dorée d'Allen Iverson, voilà, on a à Philly, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Donc moi je trouverais que ouais, moi je trouve que c'est un peu dur de mettre ça, enfin mettre ça sur le public. Moi je trouve que c'est un peu facile. Oui. Euh, pour le coup, même s'il y a eu beaucoup de trolls, et oui, tu cites en effet, Eric, le fait que même à la météo locale, au bulletin météo local, on se mettait à le mentionner. Mais Ap- c'est... Après, c'est aussi le jeu, enfin, je trouve, de la vie de sportif professionnel, quoi. Bah c'est À un, ça. à un moment, enfin, après, je comprends par contre tout à fait que certains joueurs n'arrivent pas à passer outre et ne soient pas faits tout simplement pour ça et n'arrivent pas à surmonter le problème. Mm, mm. Mais dans ce cas, c'est un problème personnel et bah, ça va être très très compliqué de vraiment aller au-dessus si tu peux pas faire, enfin passer outre entre guillemets, c'est mort, c'est mort. Bon, en tout cas, Oh, ouais. Ouais, en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu l'échappatoire. Je trouve que c'est un peu facile. oui, voilà. C'est un peu facile, je trouve, le public. Sachant qu'il faut rappeler, le public de Philly était quand même assez enthousiaste, hein, des séries de playoffs et compagnie. Donc, moi, je trouve ça un petit peu, ouais. Je trouve ça un peu facile. Et puis, attention, faut rappeler que Ben Simmons, ça reste un numéro un draft sur qui on a quand même eu énormément d'espoir, en tout cas sur qui on a misé gros. Philadelphie lui a filé un contrat max. Bah, forcément, derrière, tu vas avoir une exposition qui est beaucoup plus grosse, tu vas avoir une exigence qui est beaucoup plus grosse aussi de la part des fans. Donc bon, voilà quoi. Bah après, oui, mais couplé à une dépression, oui, mais à l'époque, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, il n'y a pas eu de dépression. Enfin, il n'était pas en dépression, en tout cas, il n'avait pas ses soucis, on va dire, psychologiques avant la série de playoffs. Après, je parle sans forcément réellement connaître le sujet, mais à ma connaissance, non. Non, Ouais. Et toi, il y a Wangu dans le chat qui met vous classez où Ben Simmons dans les pires mentales de la NBA? bah, c'est pas faux, hein. Bah, c'est vrai que il y a quand même. Ah, apparemment c'était le cas. Ouais, bah voilà, c'est pour ça. Je prends des pincettes en disant ça. Oui, après oui, on a connu pire aussi comme mental, hein, donc bon. Mais Ouais, malheureusement, aussi jeune, d'être exposé aussi rapidement et et surtout de prendre un chèque aussi vite. Malheureusement, tu te retrouves au devant de la scène. C'est logique pour moi. Enfin, au bout d'un moment, il faut te préparer à ça. Et c'est là où je reviens sur le fait que peut-être il y a un manque en effet de préparation. Alors, ça va être à la fois de la préparation, mais comme beaucoup euh, de joueurs qui y a actuellement, c'est aussi l'entourage. Moi c'est limite plus l'entourage que je veux remettre en question que les fans eux-mêmes, hein. c'est exactement ce que j'allais dire. Si t'es préparé à ça, peu importe les fans en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de jeunes joueurs qui arrivent et qui sont. Tu vois, on a vu Victor, ses parents étaient sportifs. Victor Wembanyama. Jet Howard dans la draft, c'est le Mm. fils de Juan Howard. Et il y a beaucoup de mecs comme ça où leur entourage, même enfin, dans tous les sports en fait, où leur entourage a été sportif professionnel et ils sont préparés en fait à ça. À l'hyper-exposition, à l'argent et à Mm. tout ce que ça implique. La cupidité. Oui, non, mais tout à fait. Et donc si t'es pas préparé et que tu arrives, tu vas forcément avoir des gens qui vont commencer à se greffer et après, ça peut mal tourner. Mm. Ça- Ouais. Brand Brand, qui l'a vu grandir, n'a pas réussi à réellement lui transmettre le mental. Alors, Bon,
Alors, je suis partiellement d'accord. Brett Brown, en effet, c'était pas malheureusement le coach qui aura permis à Philadelphie à s'élever. Bon, est-ce que Doc Rivers c'était mieux? Pas forcément. Mais c'est vrai que Brett Brown a eu très rapidement on a vu très rapidement en effet ses limites à l'époque. Donc sur ça, je peux rejoindre. Mais derrière, c'est pas ce qui doit bloquer Ben Simmons à évoluer. Donc, et puis derrière, il faut rappeler qu'en dehors du coach, il y a tout un staff derrière qui suit les joueurs. Donc euh, le coach, de base, le head coach, il est là pour donner les grands axes, hein, les grands axes de l'équipe, hein. Après, derrière, c'est lui, en effet, qui va faire les ajustements avec les coachs assistants sur le terrain. Mais c'est pas, en principe, c'est pas celui qui fait le plus gros du travail, c'est pas le head coach, hein. Ça va être tous les préparateurs, ça va Oui. être les entraîneurs personnels, etc., hein. Donc, Brett Brown, oui, mais moi, ça reste limité. Pour moi, c'est pour ça que je suis partiellement d'accord pour le coup. Pareil. Non, pareil, pareil. Mais Ouais. c'est aussi un truc dont on parle très peu, l'impact que peuvent avoir, enfin, qu'a l'importance d'une vraie composition. Tu vois, on dit souvent, ah bah, c'est ce nouveau coach qui va arriver, il va tout révolutionner, il va pouvoir prendre lui sous son aile, etc., etc. Ça passe énormément déjà en termes de dialogue par les coachs adjoints, par les préparateurs, enfin, comme tu as dit. C'est un point hyper, hyper important pour une franchise et pour un groupe, quoi. Mm. Ouais, complètement. Bah écoutez, on est à plus d'1h20 de live. Je pense qu'on a en effet abordé vraiment tous les sujets, tous les recoins du cas Ben Simmons. Bah alors déjà sur le sondage, bon, on est plus de 75 dans le sondage, plus de 75% à le mettre coupable. Rafik le mettait du coup non coupable. Alors du coup je vais rajouter... Ah non, je peux pas rajouter sa voix, dommage. Rafik le met non coupable. Toi, Sam, de ton côté, tu coupable ou non Écoute, coupable? moi, je le mets coupable de pas pouvoir en fait évoluer à haut niveau a priori. C'est de sa faute entre guillemets parce que il arrive et il n'a pas les capacités. Après, faut voir quelles sont vraiment les raisons de ce truc. Mais a priori, il est coupable et c'est pas quelque chose de négatif en soi. Mais il est Mhm. coupable de pas pouvoir vraiment assumer un rôle de joueur, enfin, de sportif de haut niveau. Voilà, Ok. je trouve. Oui, pour te répondre, Alliance Lee 36, oui, c'est grosso modo coupable de sa situation, Ouais. bah, de ce qu'est Ben Simmons à cette heure-ci. Voilà, c'est aussi simple que ça, en prenant, voilà, en reprenant tous les arguments et toutes les circonstances qu'on a pu mettre en avant le concernant. Bon bah pour moi l'avis va pas être très objectif, hein, pour le coup, donc c'est pour ça que je préférais être en tant que juge, on va dire, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop à charge pour le coup. Bah oui, moi je trouve, pour moi oui il est coupable, parce que bon c'est bien mignon de mettre la responsabilité sur d'autres points, mais à cette heure-ci celui qui doit bosser en premier c'est lui. Après, voilà, il peut y avoir des circonstances atténuantes telles que les soucis psychologiques, etc. Mais au final, ça reste à... Voilà, on parle du personnage. Donc après, c'est au personnage aussi de faire le nécessaire pour justement sortir de ce pétrin et rebondir au plus haut niveau. Et puis en plus, enfin, il est dans des circonstances justement enfin, qui sont, j'allais dire parfaites, mais peut-être pas. Mais je veux dire, si aujourd'hui il va voir les Nets et qu'il leur dit, les gars, j'ai besoin d'une psy, les gars, j'ai besoin de, je sais pas moi, n'importe, Bien vraiment sûr. n'importe quoi, ils seront prêts pour le mec à qui il donne 38 millions de dollars tous les ans, ils seront prêts à mettre des choses en place pour le faire progresser. Donc il a toutes les cartes en main, il a une chance inouïe évidemment d'être là et de pouvoir profiter de ce statut, et il faut juste qu'il le pérennise. Mm. Non, c'est ça. Et
Après, je peux te rejoindre sur le fait qu'en effet, il peut très bien rebondir à Brooklyn. Et là, je trouve aussi qu'il a une énorme opportunité à saisir. C'est C'est vrai. que tu sors du marasme Kevin Durant, Kyrie Irving. Tu te retrouves dans une équipe, en effet, qui est jeune, qui va se rechercher une identité. Et tu peux clairement être la vitrine, justement, de cela. Et là, en fait, c'est simple, t'as un peuple, en tout cas, t'as une fanbase à conquérir. Donc là, en effet, c'est une grosse opportunité pour lui et je pense que l'environnement, oui, de Brooklyn peut vraiment être pas mal. Après, cela dépendra aussi de ce que voudra faire Sean Marks de lui pour le coup. C'est vrai. Eh ben, Je serais, ouais. je serais pas étonné d'ailleurs de le voir s'en aller. Peut-être pas si vite, mais qui s'en aille de Brooklyn. Si tu devais l'envoyer quelque part là aujourd'hui, Waouh. tu l'envoies Euh... où? Oh purée, je sais même pas où je l'enverrai. Où est-ce qu'il... Ah putain, ouais, où est-ce qu'il pourrait fit? Franchement, j'ai même pas d'idée en tête. Euh, où est-ce qu'il pourrait aller? Toi, t'as une idée, toi? Ouais. Enfin, c'est plus une envie qu'une idée, mais je trouve que dans le schéma d'Atlanta, Ouais. et ça fait longtemps, hein, déjà quand il était à, à Philadelphie, j'en parlais. Bon, là, avec l'arrivée de Murray, et bon, évidemment, ça colle pas trop. Mhm. Mais tu vois, à côté d'Okongwu dans le futur, j'aimerais bien voir John Collins. Après, s'il se fait buy-out, est-ce qu'on peut le choper en contrat, etc. Je trouve que ça serait une idée pas mal parce qu'on a beaucoup de tireurs à 3 points et Mhm. d'artilleurs et de mecs qui peuvent jouer sans ballon. On a besoin de défenseurs. Donc, ouais, c'est toujours un joueur que j'aurais aimé voir à Atlanta. Ça parlait beaucoup d'un trade entre lui et John Collins à un moment, et je suis un peu frustré que ce soit pas arrivé. J'aurais bien Mhm. aimé que ça se passe. Voilà. Ouais. Alors, allez, dernière question. Alors, c'est de la pure suggestion, hein, c'est pas forcément ce que je pense. Mhm. Mais je sais que c'est quelque chose qui sera impossible, hein. Je n'y crois pas une seconde non plus. Mais est-ce que ça lui ferait pas du bien de sortir de la NBA et de voir autre chose? Bah, dans le basket européen, il pourrait se régaler, bien sûr, hein. Basket européen ou même En Australie. quitte à aller faire quitte à aller en Asie, hein. Enfin sans porter quelconque jugement, mais ouais, d'avoir vraiment une expérience ailleurs qui lui permettrait peut-être en effet, de se remettre bien, de rebondir, peut-être de s'éclater aussi, parce que ça se trouve, depuis qu'il est en NBA, peut-être qu'il s'éclate pas, tout simplement. Oui, oui. Ouais, enfin, est-ce que ce serait potentiellement est-ce que ce serait une possibilité? Je, moi, je dirais pourquoi pas. Oui, alors oui, ça serait une possibilité. Euh, Après, pour un joueur aussi jeune, enfin, l'Asie me paraîtrait, en termes de progression du joueur, parce qu'il a quand même des points à améliorer, hein, Ouais, bien sûr. offensivement, aller en Asie, est-ce que ça pourrait vraiment l'aider? Je le verrais peut-être un peu plus en Europe, tu vois, pour Mhm. le coup, sur du jeu un peu plus lent, beaucoup de défense, et ça pourrait lui permettre de prendre le temps de progresser. Ouais. Tu vois, à Chalon-sur-Saône, par exemple. Mhm. Comme par hasard. Ou à Aix-Maurienne, moi Alex j'adorerais. Morien. À Aix-Maurienne, les gars. Vas-y, allez, go. Ben Simmons à Nanterre. Voilà, ou à Nanterre, voilà, bah nickel, comme ça on arrive. Bon, bah, ça marche. Bah, écoute. Bah, déjà, merci à toi Sam d'être venu un peu à l'improviste sur ce tribunal. C'était fort sympa d'être, même si tu as eu une très très grosse journée déjà Eh ouais, avec la grande laverie. waouh. Et bah pareil, hein, bah merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce premier épisode, hein, du jugement. Quoi? Pas de Bevafili? Non. C'est fait Attends, déjà, hein. attends. C'est fait? C'est depuis hier, hein. C'est depuis hier, putain, j'ai même pas suivi. Ouais, depuis hier. Oh, vas-y, putain.
Ah, ça va devenir un asile, Philippe, putain. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Merci à tous en tout cas d'avoir assisté à ce premier épisode, certes qui a pris un peu de retard au démarrage, mais on l'a quand même assuré. Donc de ce premier épisode du tribunal de TBA, j'espère déjà que ça vous aura plu. Si vous avez d'ailleurs des suggestions aussi, alors que ce soit joueur, coach, équipe, ou même peut-être de membres de front office de franchise, coucou Michael Jordan, n'hésitez pas à nous en faire part. On est complètement ouvert au sujet. Et donc voilà, donc c'est le premier épisode qui aura lieu donc tous les dimanches à 18h. Donc sur cette chaîne pour tout l'été. Donc on aura, je pense, une grosse dizaine de sujets, je pense, à traiter sur tout le long de cet été. Et en effet, Michael Jordan, on le ratera pas si on le fait.